Un 16 mars 1945, 14h17, aux abords de Remagen, en Allemagne. Le capitaine américain James M. Howard tenait entre ses mains un objet qui allait modifier à jamais sa perception de la guerre moderne. L'arme était encore chaude. Des défenseurs allemands l'avaient abandonnée quelques minutes plus tôt, lors de leur retraite précipitée depuis le pont Ludendorff, à moitié détruit. Howard n'était pas un soldat ordinaire. Il était inspecteur d'armement au sein du département de l'armement de l'armée américaine. Sa mission, analyser la technologie d'armement allemande. Il avait déjà vu des Tiger, des Panthers, des canons Flak 88. Rien ne l'avait réellement surpris, jusqu'à cet instant précis. L'arme qu'il tenait était aussi compacte qu'une mitraillette, mais elle tirait des munitions de fusil. Elle avait la portée d'une carabine, mais la cadence de tir d'une mitrailleuse. Elle ne pesait que 5,2 kg chargés, mais elle pouvait décharger 600 coups par minute. Il remarqua l'inscription gravée « Sturmgewehr 44 ». Dans son rapport officiel au Pentagone, Howard écrirait plus tard « Il n'existe rien de comparable dans notre arsenal. Cette arme rend immédiatement obsolète tout ce que nous possédons. » Ce n'était pas une exagération, c'était l'évaluation lucide d'un inspecteur d'armement expérimenté. Et il n'était pas le seul à parvenir à cette terrifiante conclusion. Du front de l'Est à la bataille des Ardennes, les soldats alliés avaient redouté cette mystérieuse arme allemande. Les soviétiques la surnommaient le fusil automatique du diable. Les Américains parlaient d'un Spandau sous stéroïdes. Les Britanniques documentaient désespérément chaque contact dans leur rapport de front, mais personne ne comprenait pleinement ce qu'elle était. Jusqu'à ce que les troupes américaines, en mars 1945, capturent suffisamment d'exemplaires pour les démonter, les étudier, les tester. Ce qu'elles découvrirent allait non seulement changer la Seconde Guerre mondiale, mais aussi définir l'avenir des armes d'infanterie pour les 80 années suivantes. Car chaque développement moderne de fusil d'assaut, de la Kalachnikov AK-47 au M16 américain, du Galil israélien au G3 allemand, porte l'ADN technique de cette innovation allemande. Le Sturmgewehr 44 n'était pas seulement une arme, c'était un changement de paradigme, une réponse à une question que personne n'avait posée, une solution à un problème que les Alliés n'avaient même pas encore identifié. Et l'histoire de la façon dont cette arme a été créée, de la façon dont elle a été utilisée et de la façon dont les Alliés ont désespérément essayé de la copier, est l'un des récits techniques les plus fascinants de toute la guerre. Le problème des armes d'infanterie de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, toutes les nations ont commencé la guerre avec le même mélange fondamental d'armes pour l'infanterie. Des fusils longs pour la portée, des mitraillettes pour le combat rapproché, des mitrailleuses légères pour l'appui-feu. C'était le système depuis la Première Guerre mondiale. Cela fonctionnait. Pourquoi changer? Les Allemands pensaient différemment, pas pour des raisons philosophiques, mais par une nécessité pratique brutale. La tactique du Blitzkrieg exigeait des unités d'infanterie rapides et mobiles. Les soldats devaient sauter des véhicules et fournir immédiatement une puissance de feu. Ils avaient besoin de quelque chose entre une carabine et une mitraillette. Mais cela n'existait pas. La carabine 98K était précise à 800 mètres, mais lente. 5 coups, puis rechargé. Le MP40 était rapide, mais seulement efficace jusqu'à 100 mètres. Les soldats allemands se battaient en moyenne à des distances comprises entre 100 et 400 mètres. Trop loin pour les mitraillettes, trop près pour exploiter la portée maximale des fusils. Ils se trouvaient dans un creux tactique. Les officiers de la Wehrmacht ont rapidement identifié le problème. Dès 1940, les commandants de front ont réclamé une nouvelle catégorie d'armes, quelque chose qui comblerait le fossé. Les exigences étaient claires: tir automatique pour la suppression, munitions de fusil pour la portée, assez léger pour un soldat, assez fiable pour les hivers russes et les déserts africains.
Théoriquement simple, en pratique, personne n'avait jamais construit quelque chose de tel. Les ingénieurs de Enel à Sul ont commencé le développement en 1940. Leur approche radicale, développer une toute nouvelle classe de cartouches. C'était révolutionnaire. Normalement, on conçoit des armes pour des munitions existantes. Enel a fait l'inverse. Ils ont demandé « De quelle cartouche avons-nous besoin pour l'arme d'infanterie optimale ?» Et ensuite, ils ont développé l'arme autour de celle-ci. La réponse fut la cartouche courte de 7,92 au 33 mm. Plus courte que les munitions de fusil standard, plus longue que les munitions de pistolet, juste entre les deux. Cette cartouche pouvait parcourir 400 mètres avec une précision mortelle. Mais elle avait 40% de recul en moins que les munitions de fusil standard. Cela signifiait qu'un tir automatique contrôlé était possible. Avec cette cartouche comme point de départ, Hugo Schmeisser a développé le Maschinenkarabiner 42, précurseur du STG 44, la première arme de cette toute nouvelle catégorie. Mais c'est là qu'est apparu le problème bizarre. Hitler détestait l'idée, la lutte politique pour une arme. Adolf Hitler était obsédé par les armes d'infanterie lourdes. Il croyait aux tirs de précision à longue portée. Il ne comprenait pas la logique tactique. La plupart des combats d'infanterie se déroulaient à moyenne distance. Lorsque les développeurs d'armes lui ont présenté le concept en 1942, il a catégoriquement refusé. Pas de fonds pour le développement, pas de production. Il voulait des ressources pour d'autres projets. C'était un rare moment où les officiers de la Wehrmacht ont directement contredit Hitler. Ils étaient tellement convaincus par le concept qu'ils ont secrètement poursuivi le développement. Ils ont appelé l'arme Maschinenkarabiner pour éviter d'attirer l'attention d'Hitler. Techniquement, c'était un mensonge. Ce n'était pas une carabine. C'était quelque chose de complètement nouveau. Les unités de première ligne ont reçu des prototypes au milieu de l'année 1943, sous le nom inoffensif de MKB-42. La réaction des soldats a été extrêmement positive. Les rapports du front de l'Est faisaient état d'une puissance de feu considérablement accrue. Un fantassin équipé d'un MKB-42 pouvait assurer la suppression de 3 soldats équipés de fusils standards. Les tactiques d'escouade ont changé du jour au lendemain, mais la production était minimale. Hitler l'avait interdite. Alors, ils ont secrètement produit de petites quantités et les ont appelées armes expérimentales. La situation a changé à l'hiver 1943-44. La défense allemande sur le front de l'Est s'est effondrée sous la pression soviétique. Toute augmentation de la puissance de feu de l'infanterie était critique. Les généraux de front ont écrit des pétitions directes. Ils avaient besoin de cette arme. Maintenant, en grande quantité, Hitler a finalement été persuadé d'assister à des démonstrations sur le front. Ce qu'il a vu l'a convaincu. Les soldats équipés de la nouvelle arme avaient des taux de survie et une efficacité au combat considérablement plus élevés. En avril 1944, il a formellement approuvé la production de masse, mais avec une tournure typiquement hitlérienne, l'arme devait être renommée. Pas une humble carabine. Elle devait s'appeler Sturmgewehr. Le terme Sturmgewehr était l'invention d'Hitler. Il voulait que ce nom reflète sa nature révolutionnaire. Ironiquement, il créa ainsi une catégorie d'armes entièrement nouvelle, dont le nom serait adopté dans toutes les langues, Assault Rifle en anglais, fusil d'assaut en français, carabine Sturmowie en polonais, Sturmovaya Wintowka en russe, toutes des traductions directes de la dénomination propagandiste d'Adolf Hitler, l'une des rares créations allemandes à devenir mondiale. La production débuta au printemps 1944, mais à ce moment-là, l'Allemagne était déjà sur la défensive stratégique. La question était, y aurait-il suffisamment de temps pour produire cette arme en quantité suffisante pour influencer le cours de la guerre ? La réponse était non. Mais le Sturmgewehr 44 aurait quand même un impact massif, pas sur l'issue de la guerre, mais sur tout ce qui allait suivre. La première rencontre alliée,
Le premier contact américain documenté avec le Sturmgewehr 44 eut lieu le 11 décembre 1944. Bataille des Ardennes. Forêt belge près de Malmedy. La première division d'infanterie était en position défensive. Elle attendait des troupes de reconnaissance allemandes. Elle a reçu quelque chose de complètement différent. Des parachutistes allemands attaquèrent à l'aube, mais le son de leurs armes était faux. Pas de tirs uniques de carabine, pas de rafales de MP-40. Quelque chose entre les deux, rythmique, constant, dévastatrice efficace. Les soldats américains étaient perplexes. Ils entendaient des tirs automatiques, mais les impacts étaient précis comme des tirs de fusil. Cela n'avait aucun sens. Les mitraillettes n'étaient jamais aussi précises à cette distance. Le sergent Étienne Leduc témoignera plus tard. On pensait qu'ils avaient des mitrailleuses légères. Mais ensuite, on a vu les flammes à la bouche des canons. Des soldats isolés, chacun avec des armes entièrement automatiques, se déplaçant rapidement, tirant en marchant, atteignant leur cible quand même. La position américaine fut submergée en 20 minutes, non pas par un nombre supérieur, mais par une puissance de feu supérieure. Chaque parachutiste allemand pouvait fournir plus de tirs de suppression que 3 fantassins américains. Après la retraite, les commandants américains signalèrent d'urgence la nouvelle arme allemande. Le renseignement G2 l'identifia comme Maschinenkarabiner 44. Ils ne réalisèrent pas immédiatement qu'il s'agissait d'une catégorie d'armes entièrement nouvelle. La percée survint lorsque les troupes américaines capturèrent les premiers exemplaires intacts début mars 1945. Les spécialistes en armement les démontèrent immédiatement. Ce qu'ils trouvèrent les choqua. L'arme était techniquement élégante. Elle utilisait un système à emprunt de gaz similaire aux conceptions soviétiques. Mais fabriquée avec une précision allemande, la culasse était en acier estampé. Pas d'usinage long et coûteux. La production de masse était possible, même en temps de guerre. La conception montrait clairement, les ingénieurs allemands avaient pensé à tout. Les tests à Aberdeen Proving Ground en avril 1945 confirmèrent les craintes. Le Sturmgewehr 44 était supérieur dans presque toutes les catégories. Portée, cadence de tir, fiabilité, maniabilité. Le seul avantage américain, ils avaient plus de munitions et de logistique, mais armes contre armes, aucune concurrence. Le colonel Paul-Henri Lambert, chef du développement des armes légères de l'armée américaine, écrivit dans son rapport confidentiel « Nous n'avons rien d'équivalent. Notre M1 Garand est plus précis à longue distance, mais plus lent. Notre M1 Carbine est plus légère, mais plus faible. Notre Thompson est puissante au corps à corps, mais trop lourde et avec une portée trop courte. L'arme allemande fait tout à 80% parfaitement. C'est mieux que 3 armes distinctes qui font chacune une chose à 100%. Cette évaluation allait influencer le développement des armes américaines pour les décennies à venir. Mais les Américains n'étaient pas les seuls à être obsédés. La réaction soviétique fut encore plus dramatique. L'obsession soviétique. Les troupes soviétiques rencontrèrent le Sturmgewehr 44 plus tôt que les alliés occidentaux. Dès l'été 1943, des rapports firent état d'une nouvelle arme automatique allemande. Au début, les commandants soviétiques ignorèrent ces rapports. Ils pensaient qu'il s'agissait de mitraillettes modifiées, des rumeurs du front, rien de spécial. Cela changea radicalement pendant la bataille de Koursk en juillet 1943. Les Panzergrenadiers allemands, équipés des premiers modèles de Maschinenkarabiner 42, firent preuve d'une efficacité infanterie terrifiante. Les vagues d'assaut soviétiques, normalement supérieures en nombre, furent stoppées par des tirs automatiques concentrés, pas par des mitrailleuses lourdes, par des fantassins isolés. Le maréchal Georgi Zhukov ordonna personnellement « Toute arme capturée de ce type doit être immédiatement envoyée aux unités techniques de renseignement. » Priorité absolue. La première analyse complète eut lieu en août 1943.
Les spécialistes soviétiques en armement démontèrent un exemplaire capturé dans un laboratoire de Moscou. L'ingénieur en chef, dont le nom reste censuré dans les archives soviétiques, écrivit « Cette arme représente un saut fondamental dans la philosophie des armes d'infanterie. Nous devons immédiatement commencer le contre-développement, sinon nous serons structurellement inférieurs. » Mais voici le problème. L'industrie de l'armement soviétique était déjà surchargée, production maximale de PPSH-41, Mosin Nagant DP-28. Un nouveau développement détournerait des ressources. Staline lui-même prit la décision, poursuivre la production normale, mais parallèlement commencer le développement secret d'une réponse soviétique. Le projet fut confié à Mikhail Kalachnikov, un jeune concepteur d'armes qui s'était déjà fait remarquer par son expérience du combat et son talent technique. Kalachnikov reçut un Sturmgewehr 44 capturé en novembre 1943. Ses instructions étaient claires. Étudiez-le, comprenez-le, dépassez-le. Il y consacra les 2 années suivantes. Le résultat serait l'AK-47, développé en 1946, en production en 1947. Mais c'est une histoire distincte. Le point important, l'AK-47 est une réponse directe au Sturmgewehr 44. Kalachnikov lui-même n'a jamais nié cette influence. Des années plus tard, dans une rare interview, Kalachnikov déclara « J'ai vu le fusil d'assaut allemand, j'ai immédiatement compris. C'est l'avenir. Ma tâche était de rendre cet avenir soviétique. Ce n'est pas une copie. L'AK-47 a un système à emprunt de gaz différent, des tolérances différentes, une philosophie de production différente. Mais le cadre conceptuel, l'idée fondamentale d'une cartouche intermédiaire dans une arme automatique légère, cela vient du Sturmgewehr 44. L'establishment militaire soviétique devint obsédé par l'idée non seulement de comprendre l'arme allemande, mais de la dépasser. Cette obsession conduirait au développement de l'arme d'infanterie la plus réussie de l'histoire. Étude secrète britannique. Les Britanniques furent, comme d'habitude, plus méthodiques dans leur analyse. Mais pas moins impressionnés. Le War Office britannique reçut son premier exemplaire de Sturmgewehr 44 en janvier 1945. Des troupes canadiennes l'avaient capturé aux Pays-Bas. L'arme fut immédiatement envoyée à Woolwich Arsenal, à Londres, où travaillait le Small Arms Design Department, l'institution britannique phare, en matière de développement d'armes. L'ingénieur en chef était le major Edward Kent Lemon, un vétéran du développement de la Sten Gun. Son rapport du 12 février 1945 est aujourd'hui déclassifié et révèle la façon de penser britannique. Citation, « L'arme allemande représente une approche radicalement nouvelle de la puissance de feu de l'infanterie. Elle accepte une portée inférieure de 20% à celle des fusils standards, pour atteindre un taux de tir supérieur de 300%. Pour les combats à moins de 400 yards. C'est un avantage massif. Nous n'avons rien d'équivalent en développement ou en planification. » Fin de citation. Kent Lemon recommanda le développement immédiat d'une version britannique. Mais c'est là que le problème typiquement britannique surgit. Budget et priorité. La guerre était obviously gagnée. L'Allemagne s'effondrait. Pourquoi investir des millions dans le développement de nouvelles armes, alors que l'ennemi serait vaincu dans quelques mois? Le War Office décida. Pas de développement immédiat, mais une documentation approfondie pour référence future. Cela s'avérerait être une erreur stratégique. Pendant que les Britanniques étudiaient et débattaient, les Soviétiques développaient activement. La Kalachnikov AK-47 entrerait en production en 1947. La Grande-Bretagne n'aurait un véritable fusil d'assaut qu'en 1957 avec l'EM2. Et même celui-ci fut politiquement saboté. Mais les études elles-mêmes étaient brillantes. Les ingénieurs britanniques ne se contentèrent pas de démonter l'arme. Ils effectuèrent 10 000 tirs de tests de durée. Ils testèrent dans la boue, le sable, la neige.
Ils comparèrent la balistique, la précision, la fiabilité, avec toutes les armes alliées. Leur conclusion fut unanime. Le STG-44 définit une nouvelle catégorie. Chaque nation doit développer une réponse, sinon elle sera structurellement inférieure dans les conflits futurs. Cet avertissement fut ignoré par les décideurs politiques, mais il fut lu par tous les développeurs d'armes de l'OTAN. Ils comprirent. L'avenir des armes d'infanterie était clairement défini par une arme allemande, arrivée trop tard pour changer la guerre, mais assez tôt pour influencer tous les développements d'après-guerre, les innovations techniques. Qu'est-ce qui rendait le STG-44 si révolutionnaire? Ce n'était pas une seule caractéristique. C'était l'ensemble de la philosophie de conception. Innovation numéro 1, la cartouche courte, 7,92 CRA 33 mm, pas trop faible pour la portée, pas trop forte pour le contrôle, juste ce qu'il faut pour les distances de combat réelles. Cette cartouche était le fondement. Sans elle, rien d'autre n'aurait été possible. Les balisticiens allemands avaient analysé les données de combat pendant des années. Ils réalisèrent que 90% de tous les engagements d'infanterie avaient lieu à moins de 400 mètres. Les munitions de fusil standard étaient optimisées pour 1000 mètres. C'était du gaspillage d'énergie, de poids, de contrôle. La cartouche courte était optimisée pour la réalité, pas pour la portée théorique. Innovation numéro 2, construction en acier embouti. Le STG-44 fut l'une des premières armes à utiliser massivement la technique d'emboutissage. Le boîtier était constitué de 2 moitiés en acier embouti, soudées ensemble. C'était radical. Les armes traditionnelles étaient fraisées à partir d'acier massif, chronophage, cher, tolérance de précision. La technique d'emboutissage était plus rapide, moins chère et avec une conception appropriée tout aussi fiable. Les ingénieurs allemands prouvèrent qu'on n'avait pas besoin de fraiseuses pour une arme militaire de haute qualité. Cette leçon influencerait tous les développements de fusils d'assaut d'après-guerre. La Kalachnikov AK-47, acier massif embouti, le HK-G3, embouti et façonné, le FN FAL, technique combinée, mais avec des composants emboutis, le STG-44 rendit possible la production de masse moderne, d'armes d'infanterie. Innovation numéro 3, système d'emprunt de gaz à longue course. Le STG-44 utilisait un système d'emprunt de gaz où un long piston reculait la culasse. Ce n'était pas nouveau en soi, mais la mise en œuvre était élégante. La longue course signifiait un recul plus doux, moins d'usure, un fonctionnement plus fiable, même dans des conditions extrêmes. Les tests montrèrent que le STG-44 fonctionnait dans l'hiver russe à 40 degrés Celsius. Il fonctionnait dans le sable nord-africain. Il fonctionnait après immersion dans la boue. Cette fiabilité n'était pas un hasard. Les ingénieurs allemands avaient tiré les leçons des problèmes du MP-40. Ils avaient effectué des tests dans tous les climats. Ils avaient conçu des tolérances, de sorte que la saleté ne gêna pas le fonctionnement. Innovation numéro 4. Ergonomie et équilibre. Le STG-44 pesait 5,2 kg chargé. C'était plus léger que la plupart des mitrailleuses légères, mais plus lourd que les carabines. L'équilibre était parfait. Le centre de gravité se trouvait exactement là où la main avant saisissait. Cela signifiait que l'arme pouvait être portée pendant des heures sans fatigue. Elle pouvait être rapidement pivotée vers la cible. Elle restait stable en tir automatique. Les soldats qui testèrent les 2 armes furent unanimes. Le STG-44 semblait naturel, comme s'il avait été conçu pour le corps humain. Pas seulement pour une fonction technique. Innovation numéro 5, conception modulaire. Le STG-44 pouvait être complètement démonté sur le terrain en quelques minutes. Pas besoin d'outils spéciaux. Chaque soldat pouvait effectuer la maintenance. Les composants étaient interchangeables entre les armes.
Cela simplifiait la logistique. Une arme endommagée pouvait fournir des pièces de rechange pour 2 autres. Cette philosophie de conception était révolutionnaire. Les armes militaires traditionnelles étaient des instruments de précision complexes. Le STG-44 était un outil robuste, conçu pour les soldats, pas pour les armuriers. Ces 5 innovations, combinées, créèrent quelque chose qui était plus que la somme de ses parties. Le STG-44 n'était pas l'arme la plus précise, ni la plus légère, ni la plus puissante, mais c'était le meilleur ensemble. Et dans l'équipement militaire, c'est l'ensemble qui compte, les tentatives désespérées de copie. Lorsque la guerre prit fin en mai 1945, toutes les puissances victorieuses commencèrent immédiatement à piller la technologie des armes allemandes. Le STG-44 était l'une des plus hautes priorités. Les troupes américaines confisquèrent des milliers d'exemplaires. Beaucoup furent envoyés aux États-Unis pour analyse technique, mais certains furent distribués aux unités proches du front, pour évaluation au combat. Des rapports de vétérans décrivent des soldats américains, préférant le STG-44 capturé. Leur propre M1 Garand, c'était contre le règlement, mais les commandants fermaient souvent les yeux. Ils comprenaient que les soldats choisissent les armes, qui les maintiennent en vie. Le département de l'armement de l'armée américaine lança en 1946 un projet secret, développement d'une cartouche intermédiaire américaine et d'une arme correspondante. Ce projet conduirait finalement à la Bull 180 British, puis à la 7,62 50 autant, et enfin à la 5,56 45 mm et au M16. Mais cela prit 20 ans, de 1946 à 1966, 2 décennies complètes d'études, de prototypes, de débats, de luttes politiques. Pourquoi si longtemps? Parce que le département de l'armement de l'armée américaine, l'état-major militaire, ne voulait pas accepter ce concept. Les généraux, qui avaient été combattus avec le M1 Garand, croyaient à la portée et à la précision. Ils résistaient à l'idée d'une cartouche plus faible. Il a fallu le Vietnam pour les convaincre. Quand les soldats américains se battaient dans la jungle, à des distances inférieures à 200 mètres, il est devenu clair que la portée était moins importante que la cadence de tir et le tir automatique contrôlé. Le M16, introduit en 1965, était factuellement la réponse américaine au STG-44. 20 ans trop tard, les soviétiques ont été plus rapides. Comme mentionné, Kalachnikov a commencé ses études en 1943. Son AK-47 est entré en production en 1947. Seulement 2 ans après la fin de la guerre, pourquoi les soviétiques ont-ils été aussi plus rapides? 3 raisons. Premièrement, ils avaient plus d'expérience directe au combat avec le STG-44. Les unités allemandes sur le front de l'Est étaient souvent mieux équipées qu'à l'Ouest. Les soviétiques envoyaient les faits plus fréquemment. Deuxièmement, la doctrine militaire soviétique était plus flexible. Si quelque chose fonctionnait sur le champ de bataille, ils l'adoptaient, pas de longs débats, pas d'interférence politique. Staline disait « faites-le ». Alors, il le faisait. Troisièmement, Kalachnikov était un génie. Il ne comprenait pas seulement la mécanique, il comprenait la production. Il a conçu l'AK-47 pour les usines soviétiques, pour les tolérances soviétiques, pour les soldats soviétiques. Le résultat était une arme, plus robuste que le STG-44, moins précise, mais plus fiable. Moins cher à produire, plus facile à entretenir. L'AK-47 allait devenir l'arme militaire la plus produite de l'histoire. Plus de 100 millions d'exemplaires, dans chaque conflit depuis 1950, et tout a commencé avec des ingénieurs soviétiques, obsédés par une arme allemande, qu'ils ne pouvaient pas copier, mais qu'ils devaient imiter. Les efforts britanniques ont été, comme mentionné, plus lents. Le EM2, développé dans les années 1950,
était techniquement brillant. Conception Bullpup, cartouche, .280 British, compact et efficace, mais il a été tué politiquement. Les Américains voulaient le 7,62 mm autant comme standard. Les Britanniques ont cédé. Le EM2 n'a jamais été adopté. Ce n'est qu'en 1957 que le FN FAL est devenu l'arme standard britannique. Également une réponse au concept du STG-44, mais avec une cartouche autant complète, trop puissante pour un tir automatique contrôlé. Les Britanniques n'allaient implémenter une vraie philosophie de fusil d'assaut qu'en 1987 avec le SA-80, 42 ans après la fin de la guerre. La France a développé parallèlement le MAS-49, puis le FA-MAS, Israël a créé le Galil, la Belgique le FN FAL. L'Allemagne elle-même a développé plus tard le G3, puis le G36. Chacune de ces armes porte l'ADN conceptuel du STG-44. Cartouche intermédiaire, capacité automatique, optimisée pour un combat de 100 à 400 mètres. Le STG-44 a défini la catégorie. Tous les autres ont rempli les détails, l'héritage dans les arsenaux modernes. Aujourd'hui, 80 ans après son développement, vous pouvez voir l'influence du STG-44 dans chaque arsenal militaire du monde. La carabine américaine M4, cartouche intermédiaire de 5,56 mm, automatique, optimisée pour 300 mètres. C'est la philosophie du STG-44. L'AK-74 russe, version modernisée de l'AK-47, ligne directe vers le STG-44, le HK-416 allemand. Utilisé par les forces spéciales du monde entier, cartouche intermédiaire, tir sélectif, concept du STG-44 perfectionné, le QBZ-95 chinois, conception bullpup, mais même idée fondamentale. Cartouche intermédiaire pour l'infanterie. Il n'y a aucune armée moderne qui ne repose pas principalement sur les concepts de fusil d'assaut. Et tous ces concepts remontent à une innovation allemande de 1944. Même les forces spéciales, qui utilisent de souvent des carabines pour la précision, portent aussi une variante de fusil d'assaut, parce que la réalité tactique n'a pas changé. La plupart des combats se déroulent à moyenne distance. Le STG-44 a compris cela en 1944. Le reste du monde a mis des décennies à suivre. La communauté des techniciens le reconnaît. Dans les cercles des concepteurs d'armes, le STG-44 est considéré comme l'une des 3 armes légères les plus influentes de l'histoire, avec le pistolet Colt M1911 et l'AK-47. Mais la différence est, le STG-44 est venu en premier. Les 2 autres étaient des réponses ou des évolutions de concepts existants. Le STG-44 a créé une nouvelle catégorie. C'est l'innovation dans sa forme la plus pure, pas l'amélioration de ce qui existe, mais la création de quelque chose de complètement nouveau. Cette histoire ne parle pas seulement d'une arme, elle parle du pouvoir de l'innovation sous pression, du génie allemand, qui a compris ce que les autres ne voyaient pas, des militaires alliés qui ont été forcés de reconsidérer leurs hypothèses fondamentales, et du fait que la supériorité technique ne gagne pas les guerres, mais définit l'avenir. Le STG-44 est arrivé trop tard pour sauver l'Allemagne. La production n'a commencé qu'en 1944. Seulement environ 425 000 ont été fabriqués avant la fin de la guerre, comparé à des millions de Kar 88K et MP40. Mais ces 425 000 armes ont eu plus d'influence sur l'avenir que toutes les autres armes allemandes réunies, parce qu'elles ont prouvé un concept, elles ont montré ce qui était possible. Et les militaires alliés qui les craignaient sont devenus obsédés, non seulement par la compréhension de ces armes, mais aussi par le dépassement. Cette obsession a stimulé le développement des armes d'après-guerre pendant 50 ans. Chaque nouveau fusil d'assaut était une tentative de faire ce que le STG-44 avait commencé. Certains ont eu plus de succès. L'AK-47 était plus robuste, le M16 était plus précis, le G3 était plus polyvalent. Mais
Aucun n'a créé la catégorie. Le STG-44 l'a fait, et c'est pourquoi, lorsque vous tenez une arme d'infanterie moderne entre vos mains, vous tenez l'héritage du génie allemand de 1944. La forme peut être différente, les calibres peuvent varier. L'électronique peut être moderne, mais l'idée fondamentale, elle a 80 ans, et elle vient de Heinel à Sul. C'est le véritable héritage du Sturmgewehr 44. Pas le nombre d'unités produites, pas les victoires tactiques qu'il a permises, mais la transformation mondiale de la doctrine d'infanterie qui l'a inspiré, la réponse française et le paradoxe. La France a eu une relation particulièrement complexe avec le concept du STG-44. Les troupes françaises ont rarement rencontré l'arme, car l'Allemagne s'effondrait déjà lorsque les unités françaises ont pénétré profondément en Allemagne. Mais le renseignement militaire français avait des rapports détaillés, provenant de sources américaines et britanniques. Ils ont immédiatement compris l'importance. Le problème était qu'après la libération en 1944, la France était militairement dévastée. Les usines d'armement étaient détruites ou obsolètes. Les ressources étaient sous-minimes. La première approche française a été pragmatique. Utiliser les armes allemandes capturées. Les troupes d'occupation françaises en Allemagne de 1945 à 1946 étaient partiellement équipées de STG-44 capturés. C'était bien sûr politiquement impossible à long terme. Aucune nation ne voulait porter comme standard les armes de son ennemi vaincu. Alors, la France a commencé son propre développement en 1946. Le MAS-49 en fut le résultat. Mais ce n'était pas un fusil d'assaut. C'était un fusil semi-automatique utilisant une cartouche de pleine puissance. Pourquoi? Parce que les généraux français, tout comme les Américains, rejetaient le concept de cartouche intermédiaire. Ils croyaient à la portée, à la précision et à la doctrine d'infanterie traditionnelle. Il faudra attendre 1973 pour que la France adopte un VRAI fusil d'assaut avec le FAMAS, soit 28 ans après le STG-44. Le FAMAS est intéressant parce qu'il montre à quel point la technologie avait progressé. Conception bullpup, munitions autant de 5,56 mm, composants en polymère, intégration d'optique. Mais le concept fondamental, c'était le STG-44 de 1944, cartouche intermédiaire, tir sélectif, optimisé pour les distances réelles de combat. Des ingénieurs français, interrogés dans les années 1980, l'ont ouvertement admis. Nous avons étudié le Sturmgewehr allemand de façon approfondie. Notre objectif était de perfectionner le concept avec la technologie moderne. Le paradoxe, c'est que chaque nation voulait faire mieux que le STG-44. Mais toutes ont d'abord dû accepter que le concept du STG-44 était le bon, la perspective japonaise. Le Japon a eu une expérience complètement différente avec le concept d'arme à cartouche intermédiaire. Ils n'ont jamais combattu contre le STG-44. Ils ne l'ont vu qu'après la capitulation. Les forces d'occupation américaines ont apporté au Japon des exemplaires capturés du STG-44 à des fins de démonstration. Les spécialistes japonais en armement, qui avaient développé le fusil type 99 pendant la guerre, ont été choqués. Un ancien ingénieur en armement japonais, Kenji Tanaka Jr., a écrit dans ses mémoires en 1952 « Nous pensions comprendre les armes d'infanterie. Le Sturmgewehr allemand nous a montré que nous avions 10 ans de retard. Le Japon avait expérimenté le fusil type 2 pendant la guerre, une conception semi-automatique, mais il n'avait jamais envisagé le concept de cartouche intermédiaire. Les raisons étaient pratiques. L'industrie japonaise était déjà surchargée. Le développement de nouvelles cartouches était impossible. Ils optimisaient ce qui existait, au lieu de repenser. Mais après la guerre, alors que le Japon reconstruisait lentement ses forces d'autodéfense, ils ont étudié intensivement les armes étrangères. Le STG-44 était un objet CLE.
L'agence de défense japonaise a mené des tests secrets en 1954 avec différents fusils d'assaut, AK-47 soviétiques, prototype américain M14, EM2 britannique, et bien sûr le STG-44. Leur conclusion était claire. Le concept de fusil d'assaut était supérieur pour le type de combat que le Japon prévoyait. Jungle en Asie du Sud-Est, défense urbaine. Le Japon a finalement développé le fusil type 64 dans les années 1960. C'était en fait une interprétation japonaise du concept de fusil d'assaut, cartouche réduite, tir sélectif, compact. Mais l'ironie, le type 64 a été critiqué comme étant trop faible. Les généraux japonais, comme leurs homologues occidentaux, voulaient plus de portée. Ce n'est qu'avec le type 89 en 1989 qu'est apparu un vrai fusil d'assaut moderne. Soit 44 ans après le STG-44, l'adoption israélienne et le développement du Galil. Israël a eu l'une des relations les plus intéressantes avec le concept de fusil d'assaut. En tant que jeune État dans les années 1950, ils avaient un problème pratique. Ils avaient besoin d'armes, beaucoup d'armes, rapidement. Les forces de défense israéliennes utilisaient au départ tout ce qui était disponible. Armes arabes capturées, fusils tchèques achetés. Même quelques STG-44 arrivaient en Israël par des chemins mystérieux. Mais ils ont rapidement réalisé, ils avaient besoin d'un système unifié, une arme optimisée pour leurs besoins spécifiques. David Cohen, qui développera plus tard le fusil Galil, a eu accès à un STG-44 capturé en 1951. Il l'a étudié pendant des mois. Dans une interview en 1983, il a déclaré « Le Sturmgewehr allemand nous a appris 3 choses. Premièrement, la portée est moins importante que le contrôle. Deuxièmement, la fiabilité l'emporte sur la précision. Troisièmement, concevoir pour le soldat passe pour l'ingénieur. » Ces 3 principes allaient définir le Galil. Le Galil, adopté en 1972, était en fait un AK-47 amélioré. Mais David Cohen avait étudié l'AK-47, et l'AK-47 était une réponse au STG-44. Donc, indirectement, le Galil porte l'ADN du STG-44. La cartouche courte, 5,56 mm dans ce cas. Le système d'emprunt de gaz, les tolérances robustes. Les unités spéciales israéliennes ont testé le Galil dans des conditions extrêmes. Désert du Negev, hiver du plateau du Golan, jungle libanaise. Il fonctionnait partout. Pourquoi ? Parce qu'il était basé sur des principes établis par les ingénieurs allemands en 1940. Construire pour la réalité, pas pour la théorie. Le Galil a ensuite été adopté par plus de 25 nations. Pas parce qu'il était israélien, mais parce qu'il fonctionnait. Et il fonctionnait parce qu'il était basé sur des concepts éprouvés. Les variantes et modifications du STG-44. Le STG-44 lui-même a connu plusieurs variantes, souvent oubliées. La plus connue est bien sûr le MKB-42, le précurseur direct, mais il existait aussi des versions expérimentales avec lunettes de visée. Le STG-44, avec optique ZF4, a été testé en petite quantité pour des rôles de tireurs d'élite. Les tests ont montré des résultats mitigés. L'arme était suffisamment précise jusqu'à 400 mètres avec l'optique, mais le tir automatique était moins utile pour les tireurs de précision. Il y a eu ensuite l'expérience du Krumlauf. Les ingénieurs allemands ont développé un embout de canon courbé qui permettait de tirer dans les coins. Cela semble absurde, mais c'était destiné aux chasseurs de chars. Les soldats des Panzers pouvaient théoriquement combattre l'infanterie ennemie depuis leurs chars sans être exposés. Le dispositif Krumlauf était techniquement fascinant, pratiquement inutile. Le canon courbé s'usait après quelques centaines de tirs. La précision était minimale. Il n'a jamais été standardisé. Il y a aussi eu des tentatives d'équiper le STG-44 de chargeurs plus grands. Le standard était de 30 cartouches.
Des expériences avec des tambours de 40 et même 60 cartouches ont été menées. Mais des chargeurs plus grands signifiaient plus de poids et plus de complexité. La fiabilité a diminué, donc on est resté au standard de 30 cartouches. Une variante particulièrement intéressante était le STG-45. C'était une refonte complète avec un système de culasse calé par galet. Développé en 1945, mais jamais produit à cause de la fin de la guerre, le système STG-45 allait plus tard inspirer le SETM espagnol, puis le G3 allemand. Donc le programme STG-44 a eu une influence indirecte, même sur des armes qu'il n'a pas directement affectées. Les ingénieurs allemands, après la guerre, ont travaillé pour différentes nations. Leur expertise, acquise grâce au développement du STG-44, s'est retrouvée dans des dizaines de projets d'après-guerre. C'est un aspect souvent négligé. Le STG-44 a formé une génération de développeurs d'armes. Ces développeurs se sont dispersés dans le monde entier après 1945, et ils ont emporté leur savoir avec eux. Les Alliés sont devenus obsédés par le STG-44. Et cette obsession a changé la guerre moderne pour toujours. Qu'en pensez-vous? Le STG-44 était-il l'arme d'infanterie la plus influente du XXe siècle? Mais qu'en est-il de cette arme? A-t-elle plus contribué à l'évolution des tactiques modernes que tout autre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ces récits techniques sont bien plus que de simples statistiques. Ce sont des instants qui ont décidé de destin. Des innovations qui ont façonné l'avenir, des armes qui ont transformé les doctrines. Absolument. Si cette analyse vous a offert une nouvelle perspective sur l'histoire militaire, faites-le moi savoir. L'histoire ne se limite pas aux batailles et aux généraux. Non, l'histoire, c'est aussi des ingénieurs à Sul qui ont conçu une arme qui était tout simplement trop en avance sur son temps, et des soldats du monde entier qui, 20 ans plus tard, essayaient encore de la surpasser. Imaginez, le Sturmgewehr 44, c'est de l'histoire, c'est une légende, mais son héritage résonne encore aujourd'hui sur les stands de tir, dans toutes les nations du monde. Incroyable, non? Son impact est indéniable et continue de se faire sentir.